Mes camarades et moi-même sont très contents de cette table ronde. On a eu un petit souci au niveau du titre parce qu'on était dans des spécialités qui nous semblaient tout à fait nouvelles, avec des nouvelles frontières, et que ces nouvelles frontières, on a essayé de les présenter sous le titre au-delà de la nature et de la culture. En réalité, ces nouvelles frontières dont mes collègues vont vous expliquer un petit peu les tenants et les aboutissants, sont des frontières qui concernent beaucoup l'environnement et le changement de mentalité par rapport à l'environnement. Alors, je dirais qu'au niveau épistémologique, pour prendre le mot consacré par les historiens, on est surtout, enfin de mon point de vue, voir une sorte d'irruption de l'éthique dans le champ de la recherche en histoire. En histoire culturelle, on a beaucoup été clivés pendant longtemps, et moi je fais partie des gens qui ont fait leur classe à Nanterre, et l'histoire culturelle était essayer de se dégager de l'histoire politique, et l'histoire politique était souvent une sorte de conflit de stratégie plus ou moins affreuse, qui parfois se terminait par des guerres ou par des... Et nous essayons petit à petit de nous échapper par la considération de deux éléments qui me paraissent importants, et je pense que mes collègues ne me contrediront pas, en tout cas pas tout de suite, l'éthique et le goût. Et l'éthique, quand je suis arrivée en 2006, parce que je m'étais un petit peu éloignée du CHCSC, mais enfin 2006 c'est quand même assez loin, j'avais parlé à Christian Delporte de mon souhait de faire un axe de recherche éthique au pluriel de la création. Il avait haussé les épaules en disant « mais personne ne s'intéresse à l'éthique. Je veux dire, c'est pas un sujet de... » Pour l'instant, les historiens, justement, démontrent qu'il y a très peu d'éthique. Et travaillant d'abord sur le cinéma historique, j'ai travaillé, comme on l'a rappelé ce matin, sur quelque chose qui vous est familier à tous, à toutes, les empreintes, les emprunts et les influences. C'est vraiment la base de ce qu'on a appris pour développer l'histoire culturelle. Et ces empreintes et ces emprunts étaient aussi bien d'ordre littéraire qu'historique dans le domaine du film historique. Sauf que quand on commence à regarder de près, eh bien, il me semble important d'interroger une catégorie encore qui n'est pas... Alors une catégorie d'enseignement qui n'est pas vraiment encore enseignée dans les études historiques, à savoir la philosophie. Il me semble que la philosophie qui pose en termes assez clairs ce que c'est que l'épistémologie et les épistémologies, l'économique, le politique, l'esthétique, eh bien, il faut commencer aussi à revisiter ces notions, particulièrement parce que notre monde évolue, que le vivant s'invite à notre table et que notre table est une question de goût, le vivant est aussi une question d'approche sensible, et que même si nous travaillons sur le patrimoine et la diffusion de ce patrimoine, il faut s'intéresser, il me semble, à l'évolution du vivant et le fait que nous faisons partie de cette nature que nous pouvons explorer à partir des territoires, du goût et de l'éthique. Donc je vais passer la parole à mon collègue, Steve, et je vous remercie. Merci beaucoup Sylvie. Je vais en fait rapidement passer la parole à nos invités autour de ces questions de patrimoine. Simplement rappeler que le patrimoine est un axe est dédié au patrimoine au sein du CHCSC et interroge à la fois les phénomènes de patrimonialisation qui concernent des objets, disons, culturels, et puis aussi des travaux qui envisagent la question du patrimoine naturel. Et il me semble que dans cette table ronde, on va revenir sur ces deux aspects et qui sont de toute façon extrêmement mêlés. Donc trois. Grégory Kenneth n'a pas pu, a eu un empêchement. Donc Grégory Kenneth, qui est professeur en histoire environnementale, qu'on aurait bien aimé entendre, hein, à l'UVSQ et au sein du CHCSC, qui a été un des premiers maîtres de conférences en histoire environnementale, donc en 2006, au sein de l'UVSQ, puis qui est devenu professeur en histoire environnementale en 2012,
Il y a une direction de recherche par ailleurs à l'EHESS en histoire environnementale, mais sinon c'est encore assez peu développé, et donc on aurait été ravis de l'entendre, mais il n'a pas pu être là. Mais nous avons la joie d'avoir Marie Cornu, directrice de recherche au CNRS et à l'ENS de Paris-Saclay, membre de l'Institut des sciences sociales et politiques, et puis qui travaille très régulièrement avec le CHCSC, et à qui voilà, je poserai la première question juste après. Nous avons également Raphaël Devred, qui est doctorant contractuel en histoire avec la Fondation des sciences du patrimoine et qui est également membre du CHCSC. Et puis Stéphane Olivesi, professeur en sciences de l'information et de la communication à l'UVSQ et également membre du CHCSC. Alors, première question qu'on voulait vous poser, c'est simplement de nous raconter un petit peu comment vous avez pu rencontrer la thématique patrimoniale au cours de vos recherches. Alors, il me semble que Marie, il y aura beaucoup à raconter là-dessus, puisque vous êtes quand même une des spécialistes de ces questions patrimoniales du point de vue du droit. Donc voilà, un petit peu un récit de parcours, de rencontre avec le patrimoine. Et Marie, je vous donne la parole. Merci Steve, merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être là pour célébrer avec vous ces 30 ans. C'est une sacrée tranche de vie. Et je voulais remercier Anne-Claude, évidemment. Je suis très touchée d'avoir été invitée. Les collaborations, les compagnonnages sont anciens. J'aperçois Jean-Claude Yon, avec qui nous avons monté la première série de séminaires nomades. C'était séminaire nomade Canal historique sur le thème de l'authenticité, où on a bâti ensemble ce séminaire interdisciplinaire avec Pierre Chastan, avec Loïc Bertrand, avec Cynthia Kohlmüller. Donc on a commencé à questionner cette notion d'authenticité et on voit que c'est une notion importante dans le monde de l'art, dans le monde du patrimoine culturel, mais aussi dans le monde du patrimoine naturel, où on a croisé un peu toutes ces approches. Et puis grâce à Jean-Claude, on a eu aussi une doctorante en commun que nous avons co-encadrée avec Christian Delporte, qui vient de soutenir sa thèse sur le principe de participation dans le champ patrimonial et où on voit à nouveau les croisements possibles entre nature et culture, patrimoine culturel et naturel. C'est Cléa Hans. Et nous avons un projet de co-encadrement. Enfin, nous avons commencé un co-encadrement avec François Robinet, voilà, sur le thème des réparations patrimoniales. C'est un thème qui va être travaillé sur le terrain du droit, mais avec une perspective historique et évidemment une ambition de croiser plusieurs approches disciplinaires, le droit, l'histoire en particulier. Je pense que ça pourrait être aussi une occasion de se rapprocher des projets sur les usages sociaux des ruines. Et je pense qu'il y a des choses à échanger aussi à nouveau. Alors, comment j'ai rencontré la thématique patrimoniale? C'est une vieille histoire quand même, parce que ma thèse était sur le thème du droit culturel des biens. Droit culturel des biens, alors c'est pas seulement une coquetterie de ne pas avoir parlé de droit des biens culturels. Droit culturel des biens, ça voulait dire que je m'interrogeais sur la façon dont le droit appréhende le fait culturel et le droit des biens. Alors je suis partie sur ce terreau du droit des biens. J'aurais voulu, dans ma thèse, aussi aborder le droit des activités culturelles. Alors c'est un peu arbitraire de scinder biens et activités dans la mesure où les deux sont intriqués, évidemment, biens, activités. Mais j'ai commencé par là. Et voilà, donc j'ai commencé à travailler sur le terrain du droit de propriété, la question de la culture, la question de la prise en compte d'un enjeu culturel dans ce statut des biens. Et c'est à une époque qui correspond à peu près à la naissance du CHCSC, puisque c'est dans les années 90. Et à l'époque, il y a très peu d'études culturelles en droit. Même au ministère de la Culture, l'idée qu'on puisse travailler sur le droit de la culture, c'était un peu étrange. Ça l'est plus du tout maintenant, évidemment. Donc le patrimoine... Alors, j'ai voulu rentrer dans la recherche sur le patrimoine, non pas par l'entrée d'un droit spécial. Je pouvais rentrer par le droit du patrimoine culturel, puisqu'il y a un certain nombre de dispositifs
qui sont dédiés à la protection des biens culturels, comme le droit des monuments historiques, le droit des archives, le droit des musées, le droit de l'archéologie, le droit de contrôle de la circulation des biens culturels. Tous ces ressorts m'intéressent évidemment, mais j'ai préféré rentrer par l'objet patrimoine. Et l'objet patrimoine qui donne prise bien sûr à ces droits spéciaux, mais qui ouvre à toutes sortes d'autres questions bien plus générales. Les lignes à tirer sont nombreuses, celles de la propriété en général, ce qui m'a amené à travailler aussi sur les communs. Et dans les communs, on retrouve le couple nature-culture, évidemment. Ce qui m'a amené à travailler sur la question des modèles propriétaires, l'idée qu'il n'y a pas un seul modèle qui dériverait de la figure exclusiviste qu'a promue le Code civil en 1804, qui m'a amené à travailler sur les questions de responsabilité. La connexion propriété-responsabilité, elle est évidemment fondamentale. Elle n'est pas toujours mise en place, y compris dans les ressorts de protection du patrimoine. Ce qui m'a amené aussi beaucoup à travailler avec d'autres. Ce qui a sans doute facilité les échanges, les dialogues, ce qui a fait qu'on a avancé ensemble, je crois, d'une façon... moi qui m'a nourri d'une façon extraordinaire. Et puis, je pense que cet objet patrimoine... bien sûr, il fait l'objet de mise en forme juridique, on en parlera sans doute plus profondément, mais il est traversé aussi par d'autres disciplines, de sorte que le droit ne peut pas se comprendre sans aller regarder ce qu'en font ces disciplines. L'objet même patrimoine, tel qu'il apparaît dans les textes, est défini ailleurs que dans la place du droit. Elle se définit aussi dans les sciences historiques, dans les sciences de la conservation, dans la science de la restauration. Alors ce lien patrimoine naturel, patrimoine culturel, on l'avait pressenti comme vraiment un terreau très intéressant à travailler lorsqu'on a fondé avec Jérôme Fromageau, avec qui on a créé le premier groupe de recherche sur le droit du patrimoine culturel et naturel à Sceaux. On avait pressenti qu'il y avait vraiment un intérêt à prendre ensemble les deux, et c'est pas commode quand on est juriste, parce que le juriste aime bien travailler sur des cloisons, sur des cloisonnements, et le patrimoine culturel c'est une chose, le patrimoine naturel c'est une autre chose, et les deux ressorts juridiques ont une histoire parallèle, évidemment. Il y a des phénomènes d'emprunt et de circulation des modèles, mais on isole quand même le patrimoine culturel du patrimoine naturel, comme on isole le patrimoine matériel du patrimoine immatériel, et ce sont ces grandes césures qu'il faut pouvoir aussi questionner. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là dans cette première question pour ne pas déborder. Raphaël, bien, je vais également te poser cette question de la manière dont tu as pu rencontrer le patrimoine. Merci beaucoup pour la question et pour l'invitation. Je suis ravi d'être là puisque j'ai suivi toute ma scolarité universitaire à l'UVSQ et en lien forcément avec le CHCSC qui m'a offert les pistes tranquillement du master puis du doctorat. Et c'est à la fin de mon master ici que j'ai rencontré le grand mot de patrimoine, puisque c'était le moment pour moi de formuler mon sujet de thèse et de candidater à la Fondation des sciences du patrimoine. Et donc l'idée, ça a été de patrimonialiser mon sujet de recherche qui portait déjà sur le domaine de Rambouillet et en fait sa gestion environnementale du XVIIIe siècle à nos jours. Et donc l'idée, c'était de soutenir un projet qui mêlait le patrimoine, voire qui faisait du patrimoine l'acteur principal de cette thèse. Et j'ai décidé de me servir des objets culturels, des archives et du bâti pour pouvoir documenter, suivre les évolutions d'un autre patrimoine qu'on dit naturel. Et donc, dans l'institution de la FSP, on voit bien ce clivage qui, sur le terrain, j'essaie qu'il ne marche le moins possible. Et puis on le contacte, ce terrain, et puis il nous fait perdre dans les différentes distinctions, clivages qu'impose ce lieu, puisque tout est mélangé, tous les patrimoines sont mélangés, ils sont encore vivants, il y a une ferme qui fonctionne, il y a des chasses qui fonctionnent, une forêt qui vit, et donc l'idée c'est de documenter ces entités-là grâce à des patrimoines, donc des objets, des archives qui sont elles-mêmes vivantes. Je rappelle qu'elles sont des objets naturels, si on prend les pierres, les poutres du bâti, ou le papier, ou le cuir de l'archive, voilà, ça bouge. On essaie que ça bouge le moins possible en conservation pour garder ces objets, les conserver. Mais l'idée, c'était vraiment de
de mêler tout ça. Et c'est une double rencontre via le sujet de thèse et puis un lieu que je connaissais déjà. Donc je ne resitue pas avant une rencontre avec le patrimoine, puisque c'est vraiment là, dans les années 2018-2019, pour moi, au moment de cette création de sujet de thèse, qu'il y a eu la rencontre et la mise en patrimoine des questions intellectuelles. Voilà pour ma première réponse. Ma rencontre avec le patrimoine, elle est assez simple. C'est à partir de mon travail sur le vin. Alors, je ne suis pas historien. Oui, voilà. Je vais vous expliquer, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. En fait, je ne suis pas historien, je travaille à la charnière des sciences d'information, de la communication, de la sociologie, des sciences politiques. Et je me suis intéressé au vin. Alors, sous quel angle? Sous l'angle de la valorisation du vin. Qu'est-ce qui fait la valeur d'une bouteille de vin, par exemple? Comment on explique le prix d'une bouteille de vin? Je me suis intéressé donc aux hiérarchies de goût. Tout à l'heure, on évoquait le goût. Comment on construit le goût? Comment socialement le goût est construit? Et à partir de là, j'ai été amené à analyser les ressorts de ces processus de valorisation. Et ces ressorts, ce sont des ressorts patrimoniaux, essentiellement. Alors, historiquement, on fait rapidement le constat, on peut rapidement le faire. Si on se tourne vers le système des appellations, ce sont des patrimoines un peu particuliers, ce sont les terroirs. Mais le terroir, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est une histoire qui est racontée localement par des acteurs qui inventent de la valeur grâce à cela. Donc c'est une première forme de patrimoine. Et j'ai commencé à m'intéresser à ces questions-là à partir de cette entrée. Mais il y a une autre entrée aussi qui m'intéressait, c'est que pour valoriser du vin, on ne peut pas dire qu'on met en place une invention technique, technologique. Or, le vin aujourd'hui, il y a des savoir-faire, il y a beaucoup de chimie, mais on ne peut pas communiquer là-dessus. On ne peut pas communiquer sur un vin chimique. Ça ne se vend pas, un vin chimique. Donc, pour communiquer, il faut trouver d'autres ressorts, d'autres ressources. Et ces ressources, ce sont des ressources patrimoniales. Et donc, j'étais amené à creuser, à rechercher un peu quels étaient les leviers, les stratégies de patrimonialisation des producteurs de vin pour valoriser leur vin. Alors, je ne vais pas entrer dans les détails, hein, j'ai fait des enquêtes là-dessus. Parmi les ressorts, eh bien, il y a des ressorts assez simples. On va se tourner vers les vieux cépages, des cépages ancestraux, où on réinvente des techniques, où on trouve des ressorts, ce sont toujours des ressorts historiques. Et ces ressorts historiques permettent de valoriser le produit. Donc, ce qui m'intéressait dans le patrimoine et dans la patrimonialisation, ce sont les stratégies d'acteurs afin de valoriser le produit. Et à partir de là, j'ai fait des travaux d'enquête et puis j'ai généralisé un petit peu mes réflexions sur cette question. Deuxième question sur peut-être vous emmener vers des sortes de définitions, de cadrage de la notion de patrimoine. Et vous demandez un petit peu comment vous entendez le patrimoine, quel sens vous lui donnez, et également peut-être est-ce que vous utilisez, est-ce que vous invoquez la notion de matrimoine, est-ce que pour vous cette notion fait sens? Voilà, patrimoine, matrimoine, quel sens vous y donnez? Éventuellement, quel conflit vous voyez dans les diverses définitions et quelle histoire vous voyez dans ces concepts de patrimoine. Donc, question un petit peu de cadrage sémantique, comment vous voyez... Encore une autre approche. Ouais. Comment vous voyez comment vous définissez cette notion de patrimoine? Bien, peut-être, je ne sais pas lequel qui veut se lancer, si Marie... En fait, je vais plutôt prendre la question comme comment le droit définit cet objet, avec quelle difficulté, et comment il qualifie le patrimoine, comment il le nomme. Et vous avez posé aussi comme question, est-ce que ce concept de patrimoine a une histoire? Il a une histoire longue, effectivement, dans le droit. Alors, je ne vais pas revenir au droit romain, encore que le droit romain a encore une actualité et est encore un ressort vivant dans notre droit. Mais je vais prendre la période 19e, 20e, qui est, il me semble, la tranche temporelle du CHCSC, où le mot patrimoine n'est pas encore un mot pris par le droit. On parle de patrimoine intellectuel, patrimoine artistique dans certains textes, dans les discussions dans le courant du 19e, c'est un mot qui apparaît, mais on ne l'investit pas encore d'un sens, on ne lui donne pas encore un contenu juridique. Ça va venir plus tard, hein, ça va venir dans le champ du patrimoine culturel.
ça va venir dans les années 60-70 et l'utilisation de ce vocabulaire va avoir du sens, évidemment, on pourra y revenir. Ce mot patrimoine, je pense qu'il faut comprendre que dans le droit, il est polysémique, c'est-à-dire qu'il a du sens d'abord dans la façon de qualifier le rapport des personnes aux choses d'une façon générale, sans égard à la valeur particulière des biens. Le patrimoine, alors il y a eu des efforts de théorisation de cette notion de patrimoine. C'est un concept qui a été notamment travaillé en Allemagne et puis importé en France par, notamment, il y a la célèbre théorie d'Aubry-Hérault que les juristes connaissent, mais ce sont deux professeurs strasbourgeois qui importent cette théorie en France. Et cette construction nous dit que le patrimoine, c'est un ensemble, une sorte d'enveloppe dans laquelle on va trouver des biens, donc un versant positif, mais aussi des obligations, un versant négatif. Donc le patrimoine, c'est la somme des actifs et du passif d'un même individu. Chaque personne a nécessairement un patrimoine. Toute personne doit avoir un patrimoine. Serait-il négatif? Donc c'est une construction un peu théorique. Il y a d'autres constructions théoriques dans le droit public, notamment au moment de 1900 où la figure de l'État apparaît et où on pense l'État comme un sujet de droit, donc comme un propriétaire, donc comme potentiellement titulaire d'un patrimoine. Et là, on va plutôt envisager le patrimoine du côté de l'actif. Ce patrimoine, donc, doit être lu en lien étroit avec ce rapport des personnes aux choses et un des rapports les plus aboutis, qui est, enfin abouti, c'est peut-être pas le bon terme, mais qui donne les pouvoirs les plus forts à la personne, qui est la propriété. Donc il faut connecter patrimoine, propriété, statut des biens, etc. Donc là, on est dans une sphère généraliste et on est dans le domaine de la conceptualisation. Le patrimoine devient une catégorie du droit, c'est-à-dire prise par le droit, définie par le droit, bien plus tard. Elle devient en 2004 avec l'adoption du Code du patrimoine. Bon. Et qu'est-ce qu'on entend derrière Code du patrimoine? Eh bien, on va définir ce qu'est le patrimoine, et c'est le patrimoine culturel, ni plus ni moins. Et on va le définir comme un ensemble de biens, propriété publique ou privée, meubles ou immeubles, qui présentent un intérêt d'art, d'histoire, un intérêt esthétique, archéologique, scientifique ou technique. Donc on voit qu'on a placé la matière, là c'est très intéressant, qu'on a placé la matière relativement au patrimoine au sens général. On en a fait un sous-ensemble, dont le critère distinctif est l'intérêt d'histoire ou d'art. Donc on a cette filiation très étroite entre patrimoine économique, on va dire, et patrimoine culturel, ce qui peut engendrer peut-être parfois quelques confusions. Alors, on pourrait se contenter de cette histoire-là, mais en réalité, il faut faire un retour en arrière sur l'appréhension du patrimoine culturel comme notion. Parce que quand on revient en arrière, les mots ne sont pas le patrimoine. Les premiers mots, c'est des catégories juridiques, c'est le monument historique, par exemple, 1887-1913. Et il est défini dans le droit, non pas par l'entrée de la propriété, mais par la définition de sa valeur. C'est-à-dire même la structure de la loi monument historique est très significative de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elle n'appréhende pas le monument comme un objet de propriété, elle l'appréhende comme une métacatégorie qui saisit ensemble les propriétés privées et publiques. Ça change pas mal de choses. Aussi bien naturel que... Alors on se pose la question, et les défenseurs du patrimoine naturel plaident pour qu'on intègre dans les monuments historiques les monuments naturels. Mais il y a déjà un service des monuments historiques qui a fonctionné depuis le premier tiers des années 1900 et qui refuse l'assimilation. Parce que tout le travail, tout le conflit qu'il y a eu mené par George Sand et ses amis à la fin du XIXe siècle plaidait pour introduire certains grands arbres ou certains lieux dans le patrimoine. Et on considère aujourd'hui que la forêt de Fontainebleau est le premier monument français. Oui. Alors, avec 17 millions de visiteurs, plus que la Tour Eiffel. Donc il y a quand même une... Alors, tout à fait, mais c'est tout à fait juste. On n'a pas voulu intégrer, du point de vue de la délimitation de la notion, on n'a pas voulu accueillir l'idée que les monuments naturels
soient inclus dans les monuments historiques. Ce qui n'a pas empêché qu'on utilise le levier monument historique pour protéger des arbres, des grottes, oui. Voilà, on a quand même, on s'est dit que cet objet était suffisamment, que l'intérêt d'art ou d'histoire pouvait être, cette espèce de concept à géométrie variable, pouvait être assez souple pour accueillir toutes sortes d'objets, y compris des objets naturels. Et d'ailleurs, il y a eu des croisements, puisqu'il y a eu une loi sur le patrimoine et les sites, enfin, c'était pas le patrimoine, mais à l'époque, mais en 1906, puis en 1930, et il y a eu des croisements de protection aussi. On a protégé des éléments culturels avec la loi de 1906 et de 1930, et inversement des éléments naturels avec la loi de 1913. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette notion, ce qui est intéressant de voir, cette notion de monument historique, quand le droit la fixe comme une catégorie du droit, elle a déjà une charge conceptuelle, elle a déjà un contenu qui a été défini ailleurs que dans le droit. C'est-à-dire, elle a été définie par les inspecteurs des monuments historiques qui travaillent depuis 1830, la commission des monuments historiques qui établit des listes. Donc, on a déjà nourri ce critère d'intérêt d'art ou d'histoire et on va le prendre en charge, on va l'embarquer dans la loi. Donc, c'est une notion exogène quand elle entre dans la loi, et on voit qu'en 2004, on la rapatrie sous une catégorie du droit, sous cette notion plus généraliste de patrimoine. Patrimonialisation, juste un mot, parce que je suis en train de déborder. Oui. Juste un mot, la patrimonialisation, c'est le processus selon lequel on va sortir un bien de sa condition ordinaire pour en faire quelque chose qui est hors commerce, qui est placé effectivement dans un espace qui échappe au principe de libre circulation, etc. Dans des modalités variables. Hein. L'extra-commercialité, ce n'est pas une notion uniforme. Mais ce processus-là, alors bien sûr, pour le juriste, il va y avoir des procédures. Mais la notion de patrimonialisation, elle renvoie aussi justement à ce chemin qui conduit à ce résultat d'extra-commercialité. Et ce chemin a beaucoup bougé. Là, il y a eu vraiment une sorte de changement de paradigme dans les années 2000, puisque depuis 1887, 1913, on était sur la conception d'un droit qui encadrait des choses. Donc, c'était un droit des objets, droit des biens culturels ou des biens naturels. Et on est passé de ce plan de réflexion d'un droit des choses dont on va assurer la conservation et qu'on va élire en tant que bien exceptionnel par le recours à l'expertise scientifique, à des savants, etc. Et on passe de ce plan-là à un autre plan, qui est la considération du fait que le patrimoine peut émerger aussi de la base des communautés qui revendiquent des éléments comme faisant partie de leur patrimoine. C'est toute la logique du patrimoine immatériel. C'est pas seulement qu'on s'est intéressé à l'immatérialité, c'est qu'on a complètement changé le regard juridique sur la façon de patrimonialiser les choses. Voilà. Tout à fait. Donc ça, c'est... Mon approche elle est un peu différente. À la limite, je ne pars pas d'une définition du patrimoine. Pourquoi ? Parce que le patrimoine, c'est un enjeu de lutte. Donc, il y a des acteurs qui sont déjà mobilisés pour dire ceci, c'est du patrimoine, ceci, ce n'est pas du patrimoine. Et au fond, je n'ai pas envie de me transformer en arbitre ou, pire, occuper une position qui serait une position normative en disant oui, c'est du patrimoine ou ce n'est pas du patrimoine. Donc, ce qui m'intéresse, ce sont les processus de patrimonialisation. Je ne pars pas d'une définition, mais j'analyse les luttes, les rapports de force, les jeux d'intérêt des acteurs. Alors, cette position-là, elle me permet d'analyser la construction de patrimoine, mais aussi tout ce qui va autour, les formes de mobilisation du passé, de la mémoire. Donc ce sont ces jeux-là qui m'intéressent, plus que de partir d'une définition. Je vais rebondir sur le séminaire rapidement. On a un regard un peu décalé qui consiste à travailler sur ces processus de patrimonialisation, sur la manière dont on reconnaît, on consacre la valeur historique d'objets divers et variés. C'est bon ? Voilà. Bon, je m'en suis sorti. Ensuite, je peux reprendre tranquillement, si on me donne un peu de temps, sur les objets autour justement du vin et de la manière dont des acteurs se mobilisent pour essayer de donner une valeur patrimoniale à leurs produits et à leur production. Voilà, merci. Je vais formuler ma réponse en deux moments.
La première, ça serait l'historisation du patrimoine, ou plutôt de la patrimonialisation, ou des patrimonialisations. Et puis le second, c'est le rapport genré, les genres du patrimoine. Donc dans un premier temps, l'idée c'est aussi de suivre la notion et pas de définir ce qu'est du patrimoine pour les différents acteurs qui m'intéressent du XVIIIe siècle à nos jours. Et apparaît peut-être ce qui pourrait être une évolution, ça serait le patrimoine des modernes, à la suite des travaux de Bruno Latour. Ça serait de comprendre un petit peu en fait si patrimoine et patrimonialisation vont avec modernisation et moderne. Et donc c'est assez intéressant parce que je suis aussi un petit peu 18e pour une partie de mon sujet, donc j'ai fait le réflexe habituel, c'est d'aller dans l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert, et on trouve des entrées de patrimoine, et notamment patrimoine du roi, qui m'a particulièrement intéressé, puisque ça définissait mon objet, qui est à savoir, le patrimoine du roi, ce sont les domaines de la couronne, ou les domaines privés du roi. Donc en fait, ce sont ses biens à lui, donc on recoupe aussi avec l'histoire du droit du patrimoine. Et là, c'est intéressant parce que pour eux, il y a bien une notion de patrimoine et forcément aussi des logiques de mise en patrimoine. Donc pour eux, je dis eux, ce sont les princes, les rois de France en l'occurrence. Ils vont essayer de capter des biens, capter des terres, et la mise en domaine peut tout à fait être comprise comme une mise en patrimoine. Alors là, il faudrait remonter bien avant, avec par exemple l'histoire des forêts royales et la mise en forêt, l'afforestement, l'enforestement, qui vient du droit juridique, d'une notion juridique en droit germanique, je me suis emballé. Et donc là, c'est la foresta, le force germanique. Et donc il y a une longue histoire du droit, une histoire de la chasse, et on recoupe aussi sur la notion de patrimoine comme mise en réserve. Et si on suit dans l'histoire, cette mise en réserve, Marie Cornu, il me semble, en a parlé, en fait, cette mise en exception que crée le patrimoine, c'est à mon sens un des lieux de regard, et donc de faire attention aux catégories historiques qui évoluent pour suivre cette notion qui, du coup, est en partie anachronique, puisqu'on la regarde de notre bout de la lorgnette. Voilà pour le premier point. Et le second axe qui m'a intéressé fortement dans le patrimoine comme objet genré, c'est Anne-Claude Ambroise Rendu, notre directrice, qui m'a incité à éveiller mon regard sur cette idée, inspirée, largement, influencée même. Et donc j'ai essayé de questionner mon objet, qui est en fait un objet mâle, le domaine et la nature, dans l'histoire notamment écoféministe de la notion de nature, on fait bien attention au genre du nom. Et donc on dit bien la nature et pas le nature. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Et est-ce que dans ce cas, là je me permets le parallèle, est-ce que la mise au masculin de la nature sous la forme de domaine veut dire quelque chose de ses forces de frappe, de ses rapports de force, genrés ou non de la nature? Et quand on regarde les archives d'un domaine, alors je prends Rambouillet, mais Versailles c'est pareil, Chambord c'est identique, ce sont que des hommes qui sont là, qui gèrent, qui gouvernent, et sur du très long terme. Donc on a une gestion mâle, masculine, voire viriliste de la nature, par la chasse, la forêt, avec notamment des gestions genrées des animaux, des gestions genrées des espèces. Donc c'est assez intéressant d'aller suivre tout ça en détail. Je ne rentre pas dans la politique de la biche au XVIIIe siècle, mais je serais ravi d'en parler ailleurs. Donc la thèse peut porter des éléments de réponse sur une forme de gestion environnementale, une gestion patrimoniale de la nature qui serait virile ou en tout cas genrée, et donc qui lance plus de questions que de réponses. Mais c'est un des gros enjeux pour moi de convoquer le patrimoine, et donc plutôt une idée écoféministe du patrimoine, et pas, à mon sens, très personnel, de parallèles simples de ce qui serait en fait les biens réalisés ou conservés par des femmes dans le temps, mais plus quelque chose d'une histoire critique du patrimoine pour essayer d'en comprendre plus de choses, de tirer plus d'éléments intellectuels et donc scientifiques sur nos notions de patrimoine et de matrimoine. Merci beaucoup. Alors, je complémente un petit peu, vite, rapidement. Donc, j'anime pour le Centre d'histoire culturelle et sociétés contemporaines un séminaire qui est éthique et mythe de la création, qui donc s'interroge sur les récits de création. C'est donc une sorte, c'est un terme qui est assez à la mode, mais qui quand même est très important pour tous ceux qui ont fait de l'histoire. C'est cette recherche-création et cette écoute, en effet, à la fois
pas uniquement des genres, mais de tout ce qui peut bouger dans le vivant. Et comme vous le savez, donc, il y a une thésarde, Aurore Evin, qui est en même temps une directrice d'une troupe de théâtre, qui a repris un certain nombre de textes et a redécouvert le terme d'autrice, qui était un terme qui était assez banal au XIXe siècle et qui a été progressivement enterré et disparu. Et donc, à la suite de ces travaux, qui sont largement popularisés, il y a une collection qui a été lancée qui s'appelle Les Plumées. Donc, c'est les femmes autrices qui ont été, à un certain moment, soit ont participé, enfin, qui ont créé des œuvres et dont les œuvres ont été plus ou moins absorbées par des auteurs masculins où on leur a nié une identité en tant que créatrice. Et donc, c'est toutes ces relations entre la création et l'éthique sont des créations qui sont importantes. Et pour revenir à ce que disait Raphaël, la forêt, sur lequel je travaille aussi à travers un festival de création, la forêt, au fond, on la voyait remplie de nymphes, de jolies femmes qui couraient au milieu des arbres, enfin sur les arbres, je ne sais pas. Et donc, je pense que si par la culture que nous avons, tous et toutes, nous transmettons des éléments que peut-être le droit n'a pas pris suffisamment en compte au niveau culturel. Et peut-être qu'il est en train de redécouvrir. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire au niveau de ce n'est pas une querelle entre le matrimoine et le patrimoine, c'est simplement réexhumer des éléments qui nous sont, dans le domaine de la culture, extrêmement utiles au niveau méthodologique. Voilà. Merci. Je précise qu'on a du temps, donc n'hésitez pas à développer. Oui, il y a une troisième question, mais voilà, n'hésitez pas à aller jusqu'au fond de vos arguments. Alors, la troisième question, c'était plus une question prospective et partant d'une forme peut-être de quasi-écœurement qu'il peut y avoir lorsqu'on voit l'extension indéfinie du patrimoine et son invocation permanente dans le débat public. Et donc, un petit peu bien vous inviter à nous parler de comment vous considérez ces frontières du patrimoine, cette extension du patrimoine, depuis les années 1970 en particulier, cette extension qui semble quasiment indéfinie. Est-ce que vous y voyez, comme certains, un piège, une surenchère, une source de blocage peut-être pour l'avenir, ou alors est-ce que d'un autre côté certains autres chercheurs y voient plutôt une forme d'attention, de sensibilité accrue aux êtres et aux choses qui nous entourent, dont on a hérité et qu'on aimerait pouvoir retransmettre dans des conditions correctes aux générations qui arrivent. Donc, quel avenir vous voyez pour ce patrimoine? Quel regard vous portez sur ce phénomène, cette extension continue du patrimoine? Et puis, peut-être quel lien vous faites, et là, Sylvie, peut-être que tu voudras réagir sur cette question-là particulière, mais des liens entre le patrimoine et la créativité. Finalement, est-ce que ce patrimoine, c'est une source de blocage ou un support de créativité? Évidemment, cette question est volontairement réductrice, schématique, et voilà, je vous laisse réagir. Alors, je ne sais pas qui veut commencer. Est-ce que Stéphane, tu voudrais... Je peux reprendre. Moi, j'ai deux remarques par rapport à ça. La première remarque, c'est que cette extension, je l'observe, je la constate comme vous et moi, enfin tout le monde constate ça. Il y a peut-être un problème qui se pose pour l'historien, c'est qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs de patrimoine. Et donc, si tous ces entrepreneurs de patrimoine se mettent à écrire l'histoire à la place des historiens, quelle place reste-t-il aux historiens ? Et puis, vous voyez que la notion de patrimoine elle est omniprésente. Je n'ai plus le titre en tête de la Graduate School, je ne sais plus comment elle s'appelle. Bon, peu importe, mais on voit bien qu'il y a une concurrence des termes. Et la notion de patrimoine, elle n'est pas neutre. Donc, il y a une concurrence entre l'histoire et le patrimoine. Ça, c'était la première remarque. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est autour des luttes, parce que tous ces patrimoines s'organisent autour de mobilisations sociales.
Et par conséquent, je trouve intéressant d'étudier la manière dont des acteurs investissent les patrimoines et entrent en lutte pour revendiquer, pour se mobiliser. Voilà, c'était les deux remarques que je voulais faire. Je trouve que ce sont des angles d'approche, en tout cas, ou des manières d'aborder cette inflation patrimoniale. Je vais prendre la question de 2 points de vue différents. Effectivement, si vous posez la question à partir des années 70, c'est vrai qu'il y a un élargissement de la notion de patrimoine qui est signifié par l'utilisation de ce vocabulaire patrimoine dans l'action publique. Il y a une direction générale il y a une direction du patrimoine qui se crée, etc. Donc, et ce changement de vocabulaire, effectivement, on est passé du monument historique au patrimoine, signifie qu'on va aborder le patrimoine dans un sens différent, c'est-à-dire qu'on va inclure des objets qui ne sont pas seulement marqués par une sorte d'exceptionnalité d'un point de vue esthétique, artistique, historique, etc., mais qui doivent être conservés parce qu'ils sont des traces. On a parlé de patrimoine témoin. Donc, ils sont des traces de toutes sortes d'activités humaines qui vont disparaître parce qu'elles changent. Elles changent du point de vue des outils qu'elles mobilisent, des lieux qu'elles investissent, etc. Donc, ces valeurs d'usage disparaissant, on risque de détruire ces objets ou ces lieux. Donc, on se dit, voilà, ça peut être du patrimoine. Cela étant, si l'objet s'élargit, et on le voit apparaître dans les décisions de justice où la valeur de témoignage apparaît très explicitement, l'idée d'un patrimoine sociologique apparaît. On va protéger, par exemple, une maison du peuple. On va discuter sur la protection d'une maison du peuple. On va discuter sur la protection d'un bâtiment qui imite l'art japonais, parce qu'à l'époque, c'est à la mode. Et c'est parce que c'est à la mode on va protéger un casino d'une ville. Alors, il a été détruit depuis, mais parce qu'il restitue la mémoire de la ville, etc. Bon. Mais cela étant, les outils ne bougent pas à cette époque-là. C'est-à-dire qu'on est toujours sur les mêmes propositions, sur les mêmes registres du droit, sur la même grammaire juridique. On ne va pas bouger à ce moment-là et pendant très longtemps. Ça veut dire qu'il y a à la fois un effet d'élargissement, mais un effet de refermement, j'allais dire, parce qu'on va toujours avoir une politique très élitaire de la protection, avec les outils régaliens. C'est encore sur un modèle, en l'occurrence, très centralisé. Ça va évoluer après, parce que le patrimoine va diffuser dans d'autres outils, dans le droit de l'environnement, dans le droit de l'urbanisme, où là, on va évidemment changer de registre. Donc ça, c'est une première série de remarques. Il y a une deuxième piste là qui m'intéresse effectivement et qui fait écho à ce que vous disiez, c'est que le patrimoine est de plus en plus utilisé comme une sorte d'outil et d'outil de lutte juridique même. Le patrimoine, par exemple, dans l'affaire Erika, le patrimoine, quand on regarde la décision de justice qui va conduire à l'indemnisation de tout un tas d'acteurs, des communes, des groupements professionnels, des associations, des individus, etc. Le mot patrimoine est partout, partout. Et c'est le patrimoine naturel, mais c'est aussi quelque part le patrimoine culturel, qui agit comme une sorte de levier. Donc il y a une sorte de puissance du mot qui fait qu'on va aboutir à une indemnisation de ces acteurs. C'est aussi le patrimoine, donc c'est une sorte d'instrumentalisation du patrimoine dans un certain nombre de mobilisations sociales qu'on retrouve dans l'enceinte judiciaire et dans l'enceinte juridique. C'est un peu dans la même veine qu'on a utilisé la notion de patrimoine sensoriel, c'est-à-dire les bruits des campagnes, les odeurs, etc., qui sont rentrés dans le code de l'environnement comme faisant partie du patrimoine. Et le mot patrimoine, il est là pourquoi ? Il est là pour arbitrer des relations de voisinage, parce qu'il y a des conflits sur les bruits, etc. Et là, on en appelle au patrimoine pour renforcer l'idée que ces bruits, ces odeurs sont légitimes, parce qu'elles sont du patrimoine. Donc là, on peut discuter, c'est un peu cocasse quoi, d'avoir utilisé ce ressort-là, mais c'est pourquoi ? C'est pour alimenter une figure juridique qui est très ancienne, qui est la figure des troubles de voisinage, dans laquelle on règle des conflits
entre voisins qui se disputent. Et on va dire, un voisin, il est propriétaire, il peut faire à peu près tout, mais il ne peut pas nuire de façon trop violente à son voisin. Donc ça, c'est les troubles de voisinage, une figure très généraliste. Et là, on va la réarmer d'une certaine façon, dans un certain sens, avec cette figure du patrimoine. Et ça, je pense qu'avec le changement de paradigme dont je parlais, où on conçoit le patrimoine comme procédant d'une émanation, procédant non plus d'un jugement en surplomb de l'État, mais d'une émanation des collectivités, des groupes, des individus concernés, je pense qu'on va voir ce phénomène, effectivement, pas nécessairement d'instrumentalisation, mais d'utilisation ou d'usage du patrimoine dans un certain sens. Voilà. Si je peux me permettre une remarque, en fait, ça fait écho à ce que disait tout à l'heure notre collègue Gilles autour des villages martyrs. Le village martyr, c'est un objet intéressant de patrimoine, mais c'est déjà un objet qui préexiste. Et donc, comment se positionne l'historien par rapport à un objet préexistant, par rapport à une histoire qui est déjà d'une certaine manière écrite et par rapport à laquelle il va devoir se positionner. Voilà. C'est une question que je me pose sur mes terrains. La question m'amène au système en fait, que décrit Charles Stepanov dans L'animal et la mort. Il parle d'exploitation. Donc une société, la nôtre en l'occurrence, qui organiserait son territoire et ses lieux et ses modes de vie entre exploitation et protection. Donc la forme patrimoine serait plutôt de la forme protection. Et c'est une question. Et il y a l'autre lecture d'une autre historiographie qui est assez similaire. Hein. Du coup, c'est une histoire assez critique. Hein. De la mise en patrimoine presque totale. Et là, ce serait plutôt les travaux de Guillaume Blanc sur les parcs nationaux. Et il parle, et à sa suite, on pourrait parler d'une géographie patrimoniale et de cartographier les espaces qui sont mis en réserve. Alors là, c'est plutôt une vision du patrimoine de l'État hein, que j'ai et qui déforme aussi mes propos. Donc il y a toutes les initiatives locales ou plutôt populaires, je les connais beaucoup moins. Mais d'un point de vue patrimoine d'État, on a une force de frappe et des rapports de force qui sont très riches, puisque en patrimonialisant, on crée un nouveau régime d'organisation, d'administration des terres. Le plus connu aujourd'hui, c'est peut-être le parc national. On a les parcs naturels régionaux qui sont intéressants à étudier. Et ce qui m'intéresse beaucoup, c'est les superpositions de patrimoine. Comment, par exemple, on prend Chambord, Rambouillet, des patrimoines de princes se retrouvent nouveaux patrimoines, on les classe à nouveau selon de nouveaux dispositifs de pouvoir. Donc, par exemple, là, les parcs de Chambord et de Rambouillet, ils vont être classés au monument historique. Et là, c'est assez intéressant parce que ça questionne les frontières. Le bâti, donc les murs, le parc, va devenir un second parc en étant classé monument historique. Donc on préserve le bâti, on le conserve, mais du coup toutes les terres, tous les êtres qui sont dans ce parc connaissent un nouveau régime de classement à défaut de gouvernement, puisque ce droit-là n'est pas censé organiser la vie des vivants eux-mêmes. Mais tout ce qui est par exemple construction, rénovation et même activités menées dans les bâtiments seront transformées par ces classements. Et donc, ça me pousse plus ou moins, et je ne pense pas être le seul dans ce cas, à observer donc, le patrimoine et la patrimonialisation comme un dispositif de pouvoir, en fait, comme un processus de mise en exception. Et puis, donc, quelles sont les nouvelles règles qui régissent ces exceptions? Les parcs sont de très bons exemples. On peut démultiplier les approches, les méthodes pour approcher ça. Et puis, je rebondis sur ce qu'évoque Guillaume Blanc dans ses travaux, c'est-à-dire qu'on a une globalisation d'un mode de gouvernement que serait la patrimonialisation à l'occidental, et ça crée de nouveaux rapports de force, de nouvelles tensions, et on vient interroger, questionner, voire même dans certains cas, comme il parle en Éthiopie, de destruction de modes de vie au nom du patrimoine et de préservation d'espèces, d'espaces et de lieux. Donc là, c'est plutôt sous une forme foucaldienne que j'aborderai ces questions du tout patrimoine comme lieu de gouvernement, y compris du coup de la base contre et pour d'autres formes de patrimoine.
rebondis sur ce que vous venez de dire, parce que justement, la question du patrimoine est vraiment une question qui touche de très près à la philosophie et parfois à la métaphysique. Je vais vous donner des exemples, c'est-à-dire que, d'ailleurs, pour donner des bons exemples, il faut s'éloigner un petit peu de notre sujet à l'occidental. Donc, vous avez cité les travaux de Stepanov, qui est donc un ethnologue, l'animal et la mort, et également le travail de l'État pour préserver certains espaces, particulièrement les espaces forestiers en France, sous le nom de parcs naturels. Alors, il faut bien comprendre qu'en France, il y a quelque chose de tout à fait particulier, c'est que les premières créations de parcs naturels sont nées donc de cet engagement des artistes et des littéraires, donc Victor Hugo, George Sand et d'autres, pour préserver des paysages pittoresques. Pittoresque veut dire bon à peindre. Hein, c'était vraiment, ces paysages sont beaux, on voudrait les peindre, continuer à les peindre. Donc il faut les garder en bon état. Alors là, il y a deux démarches patrimoniales tout à fait intéressantes en France et nous sommes pionniers là-dessus. Il y a donc les parcs, les grands parcs que l'État va sanctuariser en quelque sorte, un petit peu à l'américaine, et ce qu'on appelle les parcs naturels régionaux, qui, eux, ont un fonctionnement depuis les années 60 tout à fait différent parce qu'ils associent ce qu'on appelle des conseils syndicaux, c'est-à-dire les assemblées de maires, des techniciens payés en général par l'État ou par des allocations diverses, enfin différents ministères, et des conseils scientifiques. Donc il y a une tripartition de gestion de ces parcs qui concerne 17% du paysage français. Ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que l'État fait le bilan que les parcs naturels, les grands parcs qui étaient un petit peu à l'américaine, ne fonctionnent pas bien. C'est-à-dire qu'avec le Covid, il y a eu une demande qui a été faite de nature, et cette demande, souvent, ça a été une sorte de saccage. C'est-à-dire, en fait, tout le monde s'est précipité en forêt dès qu'il a pu, sans respecter le domaine forestier comme un domaine vivant, donc respectable quelque part, comme peut l'être un fleuve, puisque comme pourrait l'être une forêt, donc donner une sorte d'identité juridique, comme le font certains pays, à des entités naturelles. Et ce qu'on a remarqué, c'est que dès qu'il y a une concertation, encore une fois, de la base, enfin ce que vous appelez les communautés, eh bien ça marche beaucoup mieux. C'est-à-dire qu'il y a des équilibres par cette tripartition entre la volonté d'être scientifique, de cartographier, de préserver certaines essences, de valoriser certaines démarches scientifiques qui en réalité souvent se heurtent avec des collectivités territoriales qui ont, elles, une pratique. Ils ne sont pas obligatoirement des gens qui sont dans une démarche égoïste par rapport à un bien. Donc il y a la réévaluation, je dirais, grâce au domaine forestier, naturel, entre guillemets, des procédures démocratiques. Et là, c'est tout à fait intéressant par rapport à notre débat, c'est-à-dire sur la culture, sur cette dimension culturelle, parce que la dimension naturelle ouvre sur une dimension démocratique. Alors, je dirais aussi, si on va encore plus loin, quand vous regardez les temples japonais, ils sont reconstruits à l'identique tous les 20 ans, parce qu'on considère que les bâtiments sont dans une situation d'impermanence, alors que ce qui est important, c'est la vie des esprits, enfin dans la partie shinto naturelle. Et là, on considère que cela doit être préservé jusqu'au bout parce que c'est une démonstration de l'esprit du vivant. Alors, je dirais, pour continuer sur la création et le patrimoine, ce que fait le travail que je fais à partir du séminaire et à partir de l'axe de recherche éthique de la création. Il faut bien comprendre que la création se nourrit de contraintes. Je veux dire, je ne crois pas qu'il existe une création libre. Je veux dire, c'est toujours une création qui s'adapte à une situation. Et donc,
obligatoirement, il y a une situation de conflit quelque part qui va s'exprimer. Et cette situation de conflit, elle est évidemment analysée par les historiens depuis toujours. Simplement, parfois, ils sont un petit peu, comment dirais-je, réticents à traiter une situation qui est trop contemporaine, sur laquelle ils ont l'impression qu'il manque d'outils. Or, ces outils, pourtant, sont documentés de différentes façons. Vous citiez tout à l'heure le patrimoine sensoriel. Le patrimoine sensoriel, pour vous donner un exemple, Murray Schaeffer, donc, qui était un directeur de recherche canadien, non pas Pierre Schaeffer, mais Murray Schaeffer, a fait travailler ses étudiants sur les sons perdus, c'est-à-dire en fait le son d'un seau sur la margelle en pierre. Quand on monte l'eau, eh bien c'est un son quelque part perdu que nous n'aurons plus dans l'oreille, parce qu'il n'y aura quasiment plus de puits avec le seau qui remonte avec l'eau, qui va taper sur la margelle de pierre, qui fait qu'on sait que le seau est plein et qu'on peut le remonter. Donc il a fait tout un travail documentaire de sonothèque, de ces sons qui étaient en train d'être perdus. Et dans la mesure où nous sommes dans une société qui évolue extrêmement vite, eh bien, il y a beaucoup de sons perdus, il y a beaucoup d'images perdues. Et ces images perdues, grâce à la littérature a une capacité de conservation des images, de l'imaginaire des images perdues. Et également la musique, et également la peinture. Donc les arts se retrouvent dans une situation tout à fait intéressante et exceptionnelle, qui est importante pour nous dans le domaine de la culture, c'est qu'ils sont quelque part en lutte avec ce réel qui évolue très vite. Et donc ça, il faut le comprendre. C'est-à-dire qu'il y a obligatoirement des temporalités différentes et une sorte de résistance artistique, alors que souvent on pense que l'art est en situation de prospective. Eh bien non, il peut être parfaitement en situation de préservation et de conservation d'une époque et également d'un processus de création. Ce n'est pas uniquement un témoin d'une époque, c'est le témoin d'un processus de création qui peut être réactivé. Et donc c'est un réservoir. Et en ce sens, ce sont des vraies questions qu'on peut se poser. Voilà. Donc il me semble qu'il y a beaucoup de choses à faire. Quand on associe, quand on travaille cette notion de création dans tous les domaines, peut-être pas de créativité, parce que quelque part la créativité c'est un petit peu, enfin c'est aller un petit peu vite en pédalant, mais cette notion de création qui est importante à toutes les époques et sur laquelle justement les grands textes religieux se sont penchés, c'est-à-dire qu'est-ce que créer, qu'est-ce qu'un mythe, c'est-à-dire qu'est-ce que l'origine d'un récit, à quel moment il y a une étape qui a été une étape décisive dans la création. Toutes ces questions-là qui me semblent très importantes par rapport à cette table ronde que nous présentons avec des compétences très différentes, encore une fois, entre le goût et l'esprit, quelque part. Merci beaucoup pour ces différentes interventions, réflexions. J'aurais une question peut-être un peu basique, pardon, mais n'étant pas spécialiste de ce champ, vous avez beaucoup présenté les travaux qui existent actuellement, plutôt d'historiographie française ou francophone, et j'aurais voulu savoir si votre approche, en partie commune, connaît des échos à l'étranger et quel est un peu l'état de l'art dans ce domaine et si dans vos recherches, dans vos projets actuels, vous êtes amené à travailler avec certaines ou certains collègues à l'étranger voilà, parce qu'ici au centre, donc c'est vraiment un des axes novateurs et nouveaux, et je voulais savoir ce qu'il en était un petit peu si on prend un peu de recul. Voilà. Mon premier laboratoire, c'était le Centre de coopération juridique internationale. Donc très tôt, on s'est engagé avec les collègues qui s'intéressaient au patrimoine dans des recherches comparatives. Et des recherches comparatives, alors dans un premier temps dans le cercle des États européens,
ce qui a du sens dans la mesure où nos systèmes juridiques sont déterminés par un autre ordre juridique qui est celui de l'Union européenne, donc qui produit des règles qui ne sont pas des règles dans le champ directement du patrimoine, mais qui produit des règles qui vont avoir un impact fort, notamment en matière de circulation des biens, de commerce, etc. Donc il y avait du sens à travailler avec ces pays, et on a commencé à travailler sur la question des vocabulaires, des façons de nommer, des façons de nommer dans les traditions nationales, et des façons de nommer en regard de ce que produit aussi l'Union européenne, qui produit des catégories comme celle de trésor national, etc. Donc on s'est beaucoup penché sur ces questions de vocabulaire, et ce qui nous permettait, enfin en tout cas c'est ce qu'on pensait, cette entrée par le vocabulaire nous facilitait les choses pour s'embarquer dans des comparaisons sur les mises en forme de ce droit du patrimoine, sachant qu'on n'a pas travaillé en isolat avec un seul cercle de juristes. On a travaillé aussi avec des historiens, des conservateurs, qui ont une autre approche, évidemment, dans la délimitation de cet objet. Et il y a des notions, je disais, la matière juridique est traversée par d'autres savoirs que celle des juristes. Et par conséquent, pour des mots comme, par exemple, le mot de conservation, le droit va définir l'obligation de conservation. On va dire, qu'est-ce qui se passe si on viole une obligation de conservation d'un bien, mais ne va pas définir en soi qu'est-ce que c'est, dans quel état on doit conserver un bien. Est-ce qu'on doit le conserver dans un état d'origine, est-ce qu'on peut admettre qu'il soit transformé, etc. Tout ça, c'est des réponses qui viennent d'ailleurs. Donc on a eu besoin de travailler en interdisciplinarité là-dessus. Et donc on a publié un dictionnaire de droit comparé avec 6 pays. Et là, on est en train de terminer la 2e édition avec 4 nouveaux pays. Donc on va avoir une comparaison de 10 pays. On a choisi une cinquantaine de termes. Donc c'est patrimoine, archives, musées, collections, trafic illicite, etc. Et on les définit dans les 10 pays, et on procède à des synthèses comparatives. Donc ça, c'est un premier travail, mais on travaille énormément en comparaison et en travaux comparatifs. On a fait une étude aussi sur les modes de prévention et de lutte contre le trafic illicite avec ce réseau-là. Et puis on a agrandi ce réseau à d'autres aires, l'Amérique latine, le Canada, les États-Unis, le Japon. Vous avez cité des exemples où effectivement l'appréhension des notions comme celle d'authenticité sont évidemment très différentes et disent des choses différentes de cette appréhension de l'objet, y compris sur le terrain du droit. Donc voilà, on a en Afrique aussi, on a des réseaux. Et évidemment, pour nous, c'est tout à fait fondamental de travailler en transversalité de cette façon-là. Peut-être un mot sur le séminaire et puis sur le livre que l'on a tiré du séminaire. En fait, on a travaillé essentiellement dans des réseaux francophones de recherche. Donc on a des contributions qui traitent de pays africains. J'essaie de me remémorer les intervenants, mais je n'ai pas le souvenir d'avoir débordé ces aires, mais pour des raisons d'homogénéité, des problématiques, et voilà, essentiellement. Merci pour la question. J'ai dû la reformuler, puisque le problème de trouver des exemples patrimoniaux sur les domaines ou les châteaux, c'est assez difficile d'avoir une approche critique. Donc au niveau européen, c'est plutôt un niveau européen, on va dire le dispositif parc ou domaine. Et là, il faut presque tout faire dans une histoire de mise en patrimoine, ou beaucoup, ou je la connais pas, c'est peut-être ça. Et on a publié un ouvrage avec Grégory Quenet, Guillaume Blanc et Mathieu Guérin sur le titre, c'est Protéger, détruire, gouverner la nature sous les tropiques. Et en fait, ça vient faire se rejoindre l'historiographie du parc national sous le champ de l'histoire de la conservation de la nature. Et donc là, on rejoint des réseaux beaucoup mieux établis de mise en patrimoine des espèces, des espaces,
en Afrique, en Asie du Sud-Est et forcément en Amérique du Nord. Et là, on rejoint des réseaux internationaux bien établis avec une historiographie là, qui remonte aux années 70. Donc, je vais penser à Carl Jacobi, par exemple, sur l'histoire des parcs nationaux. Il y en a beaucoup d'autres, je ne vais pas tous les citer. Mais oui, Richard Grove, c'est Steve qui me souffle merveilleusement. Et donc, il y a aussi tous les espaces coloniaux, impériaux, qui sont des laboratoires environnementaux de ces politiques. Et donc là, on rejoint un réseau déjà établi, où la France est plutôt là, pas pionnière sur ces dimensions-là. Donc le réseau est en train d'être rejoint, plus que créé. Ouais, des études, hein, oui, comme tu l'as dit, hein, qui interrogent vraiment qui produit la patrimonialisation de la nature et ce que ça engendre pour les populations qui se trouvent mises en patrimoine ou justement écartées de ce qui fait patrimoine. Donc, et là, oui, donc voilà, tu l'as très bien dit, depuis les années 1970-1980, il y a un immense champ là-dessus sur la patrimonialisation de la nature sous la forme parc, et il y a sans doute, justement avec les travaux que tu fais, plein d'autres endroits où aller. Ouais. Moi, à partir des deux, trois observatoires que j'ai fait toujours le choix de confronter à des universitaires qui sont mes collègues, qui sont des acteurs et des témoins des territoires et des artistes. Donc, le séminaire éthique et mythe de la création fonctionne comme ça. Le Festival des arts forestiers, depuis 12 ans, fonctionne comme ça. Et le laboratoire CHCSC y est associé à ce festival. Alors, je voulais simplement vous donner des exemples. Trois exemples. Il y a un an, donc, nous avons lancé, avec un de mes collègues libanais qui fait partie du réseau de recherche éthique de la création, un questionnement par rapport à la catastrophe qu'avait connue le Liban sur le port de Beyrouth. Et le questionnement qui est arrivé, qui a fait que donc, mon collègue a été également eu un soutien de la part du CHCSC d'un programme de recherche pour venir intervenir au séminaire. Le thème, c'était créer après la catastrophe. Comment est-ce qu'on crée après une destruction? C'est une vraie question qui va se poser avec l'Ukraine de toute façon et qui se pose en ce moment avec tous les territoires qui sont en guerre. Hein. Mais donc, on a avancé dans le questionnement. Ça n'a pas été simple en réalité, ce questionnement, parce qu'un artiste ne crée pas après la catastrophe, il crée aussi avec la catastrophe. C'est-à-dire que la création culturelle, c'est aussi parce que c'est une réponse, c'est une sorte de réponse peut-être désespérée, de reconstruire soit par la chanson, par le soin, par une création plastique, de quelque chose qui vous a profondément abîmé. Hein, et qui a abîmé de façon collective. Donc ça, c'est le premier exemple, c'était créé avec ou après la catastrophe, qui va donner, j'espère, naissance à un livre en début de 2023. Deuxième exemple, c'est l'exemple « Qu'est-ce qu'un trésor national au Japon ?» C'est-à-dire qu'au Japon, vous avez la catégorie trésor national qui est associée à des personnes vivantes. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une expérience, par exemple... je cite ce que je connais, c'est-à-dire c'était une dame qui filait le chanvre, qui a été considérée comme trésor vivant. Et sa maison était considérée comme trésor vivant. Donc, quand elle est décédée, son mari ne savait pas quoi faire de la maison parce qu'il ne pouvait pas le vendre, parce que c'était un trésor vivant. Et donc, ils ont décidé de l'offrir à la France, offrir la maison à la France. L'ambassadeur a été terrorisé donc, on a complètement désossé la maison, on l'a mise en caisse, on l'a envoyée par conteneur et on a dit, voilà, on vous offre ce cadeau, c'est le don, c'est le trésor vivant qui arrive. Sauf que personne n'en voulait du trésor vivant. Alors, ils l'ont installé au parc de Chèvreloup, qui n'est pas très loin. Et puis, après, le conservateur a dit, on n'en veut pas de cette maison qui est japonaise dans ce parc. Donc, on a démonté entièrement la maison, on l'a remis dans des caisses,
Et on a dit où on la met. Et alors, l'idée géniale, c'était on la met au musée de l'Homme, puisque le musée de l'Homme était en travaux. Donc, il y avait plein de salles qui étaient vides. Il y avait une salle de 600 mètres carrés, vide. Donc, on a installé la maison Quizot, qui était la maison de la Chanvrière, là. Et à ce moment-là, le conservateur a changé. Le deuxième a dit, mais on ne va pas garder cette maison-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Et à ce moment-là, donc, on a fait valoir, l'ethnologue avec qui je travaillais, a fait valoir au ministère des Affaires étrangères que si on refusait un cadeau qui était donné de bon cœur, c'était un incident diplomatique. Donc, on a cherché une solution. Et moi, j'ai interrogé toutes les personnes que je pouvais interroger au niveau des traditions japonaises. Et je dis, à partir de quel moment le cadeau est accepté? Ils m'ont dit, c'est un petit peu comme dans les provinces françaises, chez les Auvergnats, c'est comme ça. On commence par refuser 3 fois, et à la 3e fois, quand on accepte. On accepte parce qu'on sent que la personne a insisté. Donc, j'ai dit, on va faire des cérémonies. Et ces cérémonies on a déjà fait une cérémonie, on va en faire 2, puis on va peut-être en faire 3. Et donc là, on montrera que la France, par les cérémonies, a accepté le cadeau. Puis après, ils les mettront où ils voudront. On a fait donc une très grande cérémonie en l'honneur de la maison Quizot au musée de l'Homme, qui était totalement vide. Et à la suite de ça, on a remis la maison Quizot dans les conteneurs. Auparavant, on avait ouvert la boîte des kami, des esprits, pour que les esprits bénissent Paris, accessoirement le musée de l'Homme, enfin surtout le musée de l'Homme et accessoirement Paris. Et aujourd'hui, la maison Quizot est installée à nouveau au parc de Chèvreloup. Donc, ceci pour vous dire qu'il y a donc des transferts extraordinaires qui se font à travers les siècles de personnes qui se sont dit on va trouver une solution, on va importer des choses qui nous paraissent belles et signifiantes et on va les acclimater. En fin de compte, on va les acclimater. C'est de la même façon quand il y a eu l'exposition universelle et que la France s'est retrouvée avec des bâtiments qu'on a réutilisés pour différents usages. Et aujourd'hui, puisque la France est considérée comme une terre de mission par le bouddhisme, eh bien, il y a 15 ans, on a transféré du côté du Bois de Boulogne, dans une des anciennes maisons issues de l'exposition coloniale, eh bien, des reliques de Bouddha. Personne ne le sait, mais il se trouve que c'est devenu un grand centre. Donc, tous ces transferts-là sont des transferts qu'il faut comprendre, parce que ça correspond à des étapes, je dirais, spirituelles, encore une fois éthiques, qu'il faut accepter. Tout bouge. De même, par exemple, le village de Noailles, on a accueilli les forgerons du village de Noailles en Haïti, et on a permis, par cet accueil des forgerons, de faire connaître la tradition de forge sur les bidons d'Haïti et leur permettre de continuer à travailler. Donc tous ces éléments-là, c'est pour ça que moi personnellement, il me semble très important d'associer chaque fois des acteurs culturels engagés, sensibles bien évidemment, à la réflexion des historiens. Marie, tu as évoqué la question du patrimoine dans le droit, et je n'avais pas du tout pensé à ça. Très intéressant le fait que tu évoques l'extra-commercialité de ce qui était patrimonialisé. Et pourtant, ça éveille quelque chose chez moi, d'une part parce que, alors, on a l'impression que ça pourrait marcher plutôt pas mal pour les premiers espaces classés. Non, alors Steve dit que non, ça marche pas bien pour les premiers espaces naturels classés. Enfin, l'idée, c'était quand même de les soustraire à un commerce, disons, ordinaire. Mais en revanche, j'ai l'impression que ça marche plus du tout. Mais d'ailleurs, c'est ce que tu avais l'air de suggérer en évoquant ce tournant autour de 2000. Hein. Quand on évoque des objets du patrimoine ou des objets patrimonialisés, et la dimension
de marketing. Voilà, le patrimoine utilisé comme un élément du marketing, c'est une chose à laquelle on a réfléchi avec Stéphane. Et d'ailleurs, il y avait un vague projet de faire une séance du séminaire sur cette question, au fond, du patrimoine comme marketing via les labels. Et au fond, c'est un peu ce que tu disais, Stéphane, à propos du vin tout à l'heure. Donc, voilà, vous répondez tous si... Je me permets d'expliquer ma moue sur... Quand tu fais référence à Fontainebleau, oui, mais elle a lu dans mon regard que je faisais la moue. Ah, ok. Parce que sinon, on pourrait tout à fait dire qu'effectivement, il y a un changement. En fait, c'est un changement de façon de s'approprier l'espace en question, mais que cette patrimonialisation, elle crée une singularisation foncière qui permet ensuite de valoriser des terrains autour et de construire des villas tout autour de cette forêt de Fontainebleau, ces belles villas qu'on a là et qui sont un produit des villégiatures parisiennes dans la zone, mais aussi du fait que cette forêt est reconnue comme un patrimoine national important. Donc c'est important d'y être et voilà. Donc ça crée une nouvelle forme de valorisation et ça on le retrouve partout. Voilà, à Barbizon, mais Bois-le-Roi. Bon. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que c'est une notion qui reste à questionner et à creuser davantage, parce que nous, quand on va parler d'extra-commercialité, en réalité, on va plutôt raisonner sur une sorte d'échelle de commercialité, et l'extra-commercialité, c'est la capacité d'un bien à circuler, grosso modo, à faire l'objet d'un échange, à circuler sur le marché. Et par exemple, les objets privés, mobiliers classés au titre des monuments historiques, vont pouvoir être vendus, mais pas sortir de France. Donc il y a une commercialité réduite, c'est-à-dire qu'ils sont assignés à résidence, mais des objets publics, eux, vont être beaucoup plus sérieusement atteints dans leur capacité de circulation. On pourrait plutôt parler d'indisponibilité dans ce sens-là, mais c'est vrai qu'on va regarder l'extra-commercialité dans ce plan de la considération de l'objet lui-même et de sa capacité en tant qu'objet matériel à circuler. Maintenant, je suis bien d'accord avec toi, il y a d'autres objets, et en particulier des objets immatériels qui se déploient sur la base ou adossés à ces objets matériels, où là va se développer une forme de commercialité. Des actifs immatériels, tout le ressort des labels, aujourd'hui les NFT qui peuvent éventuellement produire de la spéculation à partir d'objets de collection publique. Donc je suis tout à fait sensible à cette idée qu'il faudrait revenir, évidemment, et questionner davantage cette notion d'extra-commercialité. Moi, j'aurais peut-être une question pour faire écho à la présentation de Laurent Martin ce matin autour des liens entre histoire culturelle des relations internationales et histoire des relations internationales, autour finalement des liens et dialogues entre l'histoire culturelle du patrimoine et l'histoire du patrimoine culturel. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu comment finalement l'objet patrimoine vient interroger le paradigme de l'histoire culturelle et peut-être réciproquement ce que ce paradigme a apporté finalement à l'histoire du patrimoine? Voilà, je sais que c'est une question qui est assez vaste et c'est difficile d'y répondre en quelques secondes, mais pour faire écho aussi peut-être à la table ronde de demain soir autour du CHCSC Canal Historique, ça me semble peut-être intéressant qu'il y ait quelques éléments complémentaires à tous ceux que vous avez déjà apportés. Peut-être que pour dire que le travail sur le vivant apporte peut-être une plus grande fluidité au questionnement. Et c'est ça qui fait que aussi on est obligé également, grâce aux informations qui nous arrivent d'un peu partout au niveau culturel, par les musées, par Internet, etc., s'intéresser à d'autres conceptions de la nature que la nôtre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments de comparaison assez évidents, puisque maintenant on invite des communautés d'Amérique du Sud à venir parler. Il y a des livres qui paraissent entre des confrontations entre des scientifiques et des chamans d'Amérique du Sud, dans le Haut-Diois, par exemple. Et ce sont des questions aussi qu'on pose au niveau de la fédération, du Conseil scientifique et prospectif de la Fédération des parcs auquel je participe. Donc, je pense que cette diversité du vivant extraordinaire apporte, par cette multiplicité de ces approches et cette diversité même, une capacité
de ressourcer nos approches qui sont assez codifiées. Enfin, moi, en tout cas, pour ce que je peux en connaître. Je ne sais pas si je me lance dans une mauvaise réponse. Je ne sais pas si ce qui me gêne le plus, peut-être, c'est histoire culturelle. J'y étais formé, maintenant je fais de l'histoire environnementale, mais il y a toujours de l'histoire culturelle. D'ailleurs, on parle, Richard White aux États-Unis parle d'un tournant culturel pour l'histoire environnementale. Donc tout se rejoint, je pense, ou du coup, peu importe, mais je pense que quand on aborde l'idée, la notion de patrimoine, c'est d'y prendre garde, car elle est forte et puissante. Notamment dans la fabrication de l'histoire, dans faire de l'histoire et dans comment on la construit. Et j'ai été confronté dès ces travaux de thèse. On m'a demandé de formuler l'histoire des lieux pour les lieux et avec une histoire orientée. Donc le premier enjeu peut-être c'est de déconstruire ces histoires-là, donc de faire de l'histoire et donc de repartir de la base et donc de voir les constructions historiques qui ont été faites et comment sont manipulés les imaginaires, les faits, les représentations. Bon, je parle de mes lieux, mais je pense que c'est valable pour beaucoup d'autres. Et de reconstruire, en tout cas de faire une première histoire. Elle est évidemment culturelle, elle est aussi environnementale, puisque on essaie de rallier les deux, en fait, de plus en plus. Et il y a un enjeu, c'est de rester historien et pas serviteur d'un outil, d'un dispositif qui manipule, qui utilise l'histoire. Et donc là, c'est pas forcément évident parce que les outils, on parle de la même chose, mais certains sont beaucoup plus dynamiques. Les domaines, par exemple, ont une force de frappe colossale au niveau finance et tout ça, de marques. Ils sont en train de récupérer leurs marques pour vendre des produits. Donc, ils ont une force d'argumentation qui fait que, par exemple, la pratique de l'historien, de prendre le temps, de retourner aux archives, d'être précis, eh bien, on a des rapports de force qui sont complètement démesurés. Donc, la question est peut-être aussi exigeante que le processus de répondre à la question, mais et aussi de le faire. C'est-à-dire de faire l'histoire culturelle du patrimoine. On est déjà en retard avant qu'elle commence. Donc, je reprendrai de cette forme-là, sachant qu'une histoire culturelle critique des patrimoines est en construction et elle va apporter des nouvelles choses et des nouvelles questions et de nouveaux champs de recherche qui sont plus ou moins avancés selon les lieux. On parlait du contexte international. Donc voilà, il y a des choses qui sont déjà très bien faites. On passe à des niveaux de précision aux États-Unis sur ces questions-là on est largement en retard. Et puis d'autres, on est dans la même veine, voire on avance. Et puis on propose aussi quelque chose, puisqu'on a des lieux institutionnels plus ou moins mieux établis que sur ces lieux-là. Je pense au laboratoire du CHCSC. L'histoire culturelle, elle est difficile à saisir aux États-Unis, par exemple, sur les lieux qui m'intéressent. Donc là, on voit tout l'enjeu de venir d'une formation d'histoire culturelle pour aborder l'environnement à la française. C'est formulé comme ça par d'autres historiens que je ne cite pas, Charles-François Matisse, entre autres. Voilà, je répondrai comme ça. J'espère que ce n'était pas une pirouette. Je me demandais si finalement il n'y avait pas un gros paradoxe dans notre contemporanéité entre cette course à la patrimonialisation, à la conservation des choses humaines et une angoisse écologique liée justement à cette très lente dégradation de nos productions. Et si finalement cette contradiction n'était pas résolue par la mise en avant du patrimoine naturel. C'est sans doute une forme de réponse, oui, depuis longtemps maintenant. Et toute la question, c'est de savoir si c'est suffisant. C'est un petit peu la même question quand un ensemble de réglementations sur l'environnement apparaissent. Elles sont attaquées, ces réglementations, pour leur supposée inefficacité, puisqu'elles ne sont pas respectées. Et donc, on appelle finalement, à partir des années 90, à passer à des solutions de marché, puisque ces solutions réglementaires ne marchent pas. Mais peut-être qu'avec le patrimoine, en fait, la patrimonialisation, si on le prend dans les chiffres absolus, n'a pas fonctionné. L'effondrement de la biodiversité se poursuit, les émissions de gaz à effet de serre continuent leur course en avant. Mais est-ce que c'est parce qu'on n'a pas assez patrimonialisé, ou est-ce que c'est parce que la patrimonialisation est un échec finalement? C'est pas évident de répondre à ça. Vous avez souligné que la patrimonialisation est
est souvent le résultat d'une lutte ou un sujet de lutte. Je voulais savoir si vous avez travaillé aussi sur les luttes de dépatrimonialisation. Je pense par exemple sur les sujets actuels, la corrida ou les chasses traditionnelles. Cet été, le barbecue, mais aussi des sujets plus graves comme les talibans détruisant des œuvres d'art volontairement pour effacer une culture ancienne, ou à l'époque nazie, la notion d'artiste dégénéré dont on détruisait allègrement les œuvres. Quelques éléments de réponse. Je n'ai pas de réponse massive. Dans le cadre du séminaire, on a invité des collègues historiens qui travaillent sur la chasse et sur les traditions, et sur ce type de tradition. Donc c'est un patrimoine qui perdure. Il y a des mobilisations aussi d'acteurs. Ça s'adosse à des groupes. Donc il y a des travaux là-dessus. Je peux éventuellement vous donner des références sur ce type de travaux. Je ne pense pas qu'on puisse parler de dépatrimonialisation dans ce cas, dans le cas de la chasse. Parce que les groupes sont encore fortement mobilisés pour faire valoir leur patrimoine. Donc il n'y a pas un processus de perte de patrimoine. Après, il faut prendre au cas par cas et regarder chaque cas de figure. Moi, il y a un aspect qui m'intéresse, c'est pas la dépatrimonialisation, c'est la non-patrimonialisation. Par exemple, je reviens à l'exemple, je prends un exemple un peu au hasard, l'exemple des villages martyrs. Mais ce qui m'intéresserait, c'est de repérer des villages martyrs qui n'ont jamais été identifiés ni objectivés comme villages martyrs. Et ça doit exister. Et je pense qu'un travail d'historien, c'est d'abord un travail qui se déprend des préconstructions, hein, parce que le village martyr, c'est une préconstruction, et qui va voir quels sont les villages martyrs qui ne sont pas identifiés ni reconnus comme patrimoine. Oui, je pense que la question de la dépatrimonialisation, elle va de pair avec celle de la patrimonialisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier l'un sans l'autre. C'est des questions qui se posent d'une façon peut-être différente, ou en tout cas d'une façon très très présente pour des champs patrimoniaux comme celui des archives, où pour patrimonialiser, on va passer dans un processus, au travers d'un processus de destruction, effectivement, ou l'archéologie encore. Donc, ce sont des processus de dépatrimonialisation assumés. Maintenant, ceux que vous avez cités sont plus dus à des catastrophes ou des actes de violence, etc. Et évidemment, on les étudie aussi. Mais je suis d'accord avec vous, la non-patrimonialisation, c'est aussi une partie de la question. Je vais apporter une précision, parce que tout à l'heure, je n'avais pas à l'esprit. Il y a des travaux très intéressants sur la dépatrimonialisation, et là, ça concerne réellement la dépatrimonialisation des patrimoines soviétiques. Et il y a, par exemple, j'ai en tête l'appartement de Lénine à Paris, qui, lui, a été longtemps un lieu de pèlerinage, et qui, aujourd'hui, je crois, a été vendu ou a disparu, ou quelque chose comme ça. Il ne reste qu'une plaque sur l'immeuble. Ah, voilà. Des rues Mariro.